Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comme j'avais annoncé tout à l'heure, je vais faire ce live avec Nathalie Rodier cet après-midi pour parler des pop-up stores. Mais cette fois-ci, on verra une autre facette du développement de pop-up stores. Et nous allons discuter avec Nathalie tout d'abord l'importance de faire un pop-up store quand on est une marque digitale native. Et dans un deuxième temps, nous allons discuter l'importance des pop-up stores pour les jeunes marques et pour leur développement. Nous allons aussi faire le point sur les pop-up stores, mais cette fois-ci dans les petites ou les moyennes villes. Les pratiques pourraient être très différentes que celles des pop-up stores dans les grandes villes, comme par exemple la ville de Paris, Toulouse, Marseille, etc. Donc, nous avons voulu faire le point sur la différence des pratiques des pop-up stores dans différentes villes et comment les jeunes marques, notamment les entrepreneurs, peuvent en profiter de ces types de formats de vente pour se présenter devant leur clientèle cible, pour se développer et ainsi de suite. Donc, je vais inviter Nathalie pour discuter de tous ces détails. Hop, j'attends quelques petites secondes afin que Nathalie puisse nous rejoindre. Hello, Et- bonsoir. et- Ça va? Bonjour, Très bien. Talia. Comment vas-tu? Écoute, une forme olympique dans les circonstances. Et toi? Très bien, très bien. On est tous digitalisés ces jours-là, donc c'est bien. On fait Ouais, des e-rencontres, des rencontres digitales. Ça nous permet quand même d'aller vers des gens plus facilement, plus facilement. tout à fait. Ces nouvelles méthodes de communication, enfin nouvelles, pas si nouvelles que ça, mais en tout cas qui se sont accentuées, c'est vrai que c'est vraiment canon pour connecter avec des gens qu'on connaissait pas il y a quelques jours ou semaines. C'est vrai. Et nous, on a bien voulu en profiter de ce format Instagram. Ça fait peut-être 8 mois déjà pour faire ce type de live et d'échange et de découvrir de nouvelles marques ou des professionnels qui travaillent dans le domaine du retail. Mais tout d'abord, aujourd'hui, j'aimerais commencer euh, avec toi pour que tu nous racontes tout d'abord un tout petit peu de ton expérience, Bien sûr. qui tu es et on verra comment tu as eu une histoire proche avec les magasins éphémères et tes projets. Avec plaisir. J'ai lancé ma société en fait après 20 ans, plus de 20 ans dans le salariat, où je suis passée par pas mal de disciplines, aussi bien le marketing que le retail, que le digital, que voilà, avec une bonne dose de management. J'ai décidé de lancer mon activité il y a environ 4 ans et demi. Un site en ligne pour moi, dès le départ, c'était une évidence, bien que je ne connaissais pas forcément toutes les ficelles pour manager tout ça. Mais j'ai décidé de lancer un site en ligne de décoration, lifestyle, avec un peu d'accessoires, etc. Et je me suis lancée comme ça dans l'aventure entrepreneuriale. À aujourd'hui où nous parlons, j'ai dû malheureusement laisser mon entreprise Maison Citron. Je l'ai fermée. On va pas rentrer dans le détail, c'est pas l'intérêt du jour. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que pendant les 4 ans et demi, le constat que j'avais au début a été totalement différent vers la fin. C'est-à-dire que très rapidement, c'est-à-dire au bout d'une année à peu près d'activité, uniquement sur le site, j'ai commencé à faire des boutiques éphémères. Mhm. C'est-à-dire que le site me permettait d'avoir un début de notoriété, mais c'est vraiment pas simple quand on connaît pas forcément les rouages du référencement, qu'il soit naturel ou payant, que j'étais pas forcément la plus, enfin sur les réseaux sociaux la plus dynamique, et finalement, voilà, la conversion était pas forcément celle que j'attendais. Les Mhm. boutiques éphémères se sont mises sur mon chemin. J'ai tenté l'expérience et là j'ai été conquise. Pourquoi? Parce que c'était vraiment extrêmement complémentaire à mon type d'activité. C'était complètement différent, bien entendu, mais c'était un terrain, un, pour explorer, deux, pour
connaître mes clients, donc avoir forcément un retour d'expérience sur ce qu'ils me disaient. Enfin, j'en parlerai un petit peu certainement avec toi dans la présentation, mais voilà, arriver à capter tous les signes parce qu'ils te donnent énormément d'informations sur ta propre activité. Se faire connaître, bien entendu, dans un rayon, puisque moi, je suis basée en Essonne et j'exposais principalement, donc on est en banlieue parisienne, évidemment, mais sur des villes telles que Brunoy, Hyères, Montgeron, voilà, des villes qui sont quand même assez importantes, mais où finalement, le tissu commercial en ville, en centre-ville, si tu enlèves les banques, les pharmacies, les métiers de bouche, finalement, quand il reste une pure activité commerciale, il n'y a pas forcément une offre ultra développée. Donc ça aussi, c'était un autre avantage que j'ai vu très vite, c'est que finalement, ce que je proposais, ils ne le trouvaient pas ailleurs, à moins d'aller beaucoup plus loin ou d'aller sur Paris. Donc là aussi, c'était un point d'accroche plus facile pour créer du contact. Et dès ma première expérience, comme je te disais, j'ai vraiment été conquise par ce principe des boutiques éphémères, et j'y suis très rapidement revenue par la suite. Ok, on va parler tout d'abord de ce voyage avec les magasins éphémères parce qu'il y en a, je pense, différents niveaux. Tout Oui. d'abord, de conceptualisation, de préparation, un travail qui se fait en amont avant de réaliser un pop-up. Donc, tout d'abord, le constat qu'un magasin éphémère ou un pop-up store est très complémentaire à une marque digitale, un digital native, parce que ça donne une légitimité physique à la marque et elle permet à la marque de venir plus proche des consommateurs et aux consommateurs de venir aussi découvrir la marque avec tout ce qui est physique, Ouais. toucher, sentir et même se projeter dans l'espace parce que toi, tu travaillais avec des produits, comme tu disais, de décoration. Donc, tout d'abord, parlons comment tu as découvert les magasins éphémères. Est-ce qu'il y avait un appel à des types de points de vente qui sont vides ou est-ce qu'il y avait des sociétés qui proposaient des collectifs éphémères? Comment tu as découvert au début la possibilité de se présenter dans ces types de magasins? Alors, c'est vrai que quand tu es indépendant, forcément, tu te tisses un réseau d'entrepreneurs Mhm. sur lequel, voilà, tu vas pouvoir aller piocher les informations dont tu as besoin à un instant T. C'est comme ça que j'ai connu les boutiques éphémères. C'est à travers des personnes, des marques, des créateurs ou des distributeurs, comme moi je l'étais, qui faisaient déjà l'expérience. Et en fait, je me suis aperçue en recherchant que il n'y en avait pas partout à l'époque. Et tu vois, on parle simplement d'il y a 4 ans. Il y en Mhm. avait uniquement une dans la ville d'à côté. Et depuis, il y en a une dans chacune des villes qui touchent la mienne. Donc, elles se sont développées exponentiellement. Et elles ont quasiment dans la totalité, tout été prises, préemptées, en fait, par les mairies. D'accord. En fait, le système est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tu as cette espèce de triangulaire entre les mairies qui, du coup, deviennent eux-mêmes locataires, prennent des points de vente vides, parfois depuis longtemps, bien situés, et qui leur permettent du coup de choisir qui va venir s'y installer. Et en faisant ça, du coup, ils sont hyper proactifs en fait dans l'aspect commercial de leur ville. Ils donnent de la nouveauté alors aux habitants toutes les semaines, puisque ici la location, moi, de tout ce que j'ai fait, j'ai eu peut-être eu une fois 2 semaines, mais la plupart du temps c'était une seule semaine. Et pour eux, du coup, tu vois, ça permet de se positionner vraiment comme actif sur le plan commercial. Et de deux, et si tu veux, on développera ça, c'est que les boutiques éphémères, pour eux, c'était aussi une façon de tester peut-être de futurs commerçants. Hmm. C'est la même chose de l'autre côté quand tu es à l'intérieur de la vitrine, mais pour eux, ils voyaient peut-être en effet, une fois que tu as testé régulièrement un concept et que tu commences à construire une clientèle, et tu t'aperçois que peut-être il y a un avenir et que c'est le moment peut-être de franchir le pas suivant, et c'est-à-dire de t'installer plus durablement. Donc pour eux, plusieurs des mairies avec qui j'ai travaillé voyaient vraiment ça comme une sorte de pépinière. Tu vois, D'accord. ils allaient forcément voir grandir. Donc ça, c'est du côté des mairies. Du côté des habitants, forcément, eux, ils avaient de la nouveauté toutes les semaines, ils adorent ça. Des produits, des marques qu'ils n'auraient jamais pu découvrir ailleurs. Et donc, on sentait tout de suite qu'ils étaient contents, vraiment contents, dès les ouvertures, d'avoir ce type de magasin à portée de main.
Donc, Et ce magasin venait s'installer chaque semaine ou deux. Je pense que la fréquence, tu nous raconteras, n'est pas hebdomadaire, mais est-ce que à chaque fois que tu te présentais dans un magasin éphémère, tu présentais les mêmes concepts ou c'était aussi à chaque fois des nouveautés que tu venais présenter aux consommateurs? c'était des nouveautés. Pour répondre à ta question, en fait, c'est très simple. Il faut voir, je pense, hein, cet avis n'engage que moi, mais je pense qu'il faut voir la boutique éphémère comme vraiment une boutique. Il faut enlever l'éphémère. Oui. C'est-à-dire que tu n'as que, allez, 6 jours pour créer le buzz et laisser une impression durable à Mhm. tes clients. Donc, si tu ne mets pas tout en jeu dès le premier jour pour créer ce que moi alors c'est vrai que j'étais dans la déco, c'était peut-être plus simple et encore, et si tu crées pas une ambiance, si tu n'as pas une identité et si tu crées pas finalement une balade, tu offres une balade à ton visiteur avant même qu'il soit client, c'est dommage parce que tu vas pas optimiser ton temps là. Oui, Mhm. le côté éphémère fait qu'il va peut-être passer à l'acte d'achat beaucoup plus rapidement Oui. que dans une boutique classique. C'est un atout, ça c'est certain. Mais en Mhm. tout cas, le fait de pouvoir être là que 6 jours, il faut que c'est que dès que la première minute et chaque personne qui rentre, tu vas en tirer quelque chose. Et je ne D'accord. dis pas ça par rapport à voilà une exploitation de qui que ce soit, mais pour moi, c'était vraiment présenter mon histoire, présenter mon concept. En effet, bouger la vitrine régulièrement, même sur une courte semaine, bouger les produits, puisque tu observes, c'est vraiment un moment d'écoute et d'observation, cette boutique éphémère, parce que tu Mhm. vas pouvoir capter des signes, des paroles qui vont faire ensuite que tu vas t'améliorer dans le temps. Et tu as évoqué au début de notre conversation l'importance de cet échange avec la clientèle, cet échange Ouais. direct. Et donc, qu'apportent les informations que partagent tes consommateurs lors de leur visite au magasin éphémère? Comment tu t'engages après à prendre des décisions suite à leurs commentaires? Alors, ouais, c'est simple en fait. Quand tu écoutes, justement, je reviens à cette écoute active, comme on dit, des consommateurs. C'est que une fois que tu as présenté ton concept, en fait, ils vont te lâcher eux-mêmes, naturellement, plein d'informations. Déjà, tu vas voir comment ils prennent les produits, comment ils les manipulent, ce qu'ils en disent, comment ils perçoivent. Et en fait, il y a un monde entre toi qui vends tes produits et l'offre avec laquelle finalement tu vis depuis des semaines ou des mois, même si elle se renouvelle, et la perception que vont en avoir tes clients. Oui. Et en fait, c'est ça me permettait très rapidement, au bout d'une semaine, de voir ce qui, entre guillemets, marchait et ce qui marchait moins bien. Mm, Un, mm. dans la présentation du produit, dans les arguments de vente, dans la façon dont ensuite j'allais retranscrire ces informations sur mon site internet, puisque j'avais moi une plateforme digitale et c'était quand même l'intérêt, c'était de me faire connaître dans cette boutique éphémère, mais aussi d'ensuite essayer de les inciter à me rendre visite sur la plateforme. Oui. Donc cette plateforme, je pouvais ajuster les descriptifs des produits, voir comment ils étaient présentés. Donc il y a énormément d'informations que le client te donne à ce niveau-là. Ensuite, sur ses habitudes d'achat, quand tu rentres en dialogue avec le client, ce qui est peut-être plus facile, je ne sais pas, j'ai moins d'expérience sur des boutiques parisiennes, mais en tout cas en banlieue, la discussion se lie très facilement. Donc moi, j'arrêtais pas de leur poser des questions du style, mais où est-ce que vous iriez pour trouver ce genre de produit? Où est-ce que vous faites votre shopping d'habitude quand vous cherchez des cadeaux? Et en fait, là, tu vois, tout naturellement, ils vont te donner le nom de concurrents que tu connais ou que tu connais pas. Donc, ça te permet aussi derrière de t'améliorer et d'aller chercher l'information. Où est-ce qu'ils recherchent? Ça, c'est super important aussi parce que pour en revenir à ce commentaire là tout à l'heure, je disais, j'ai pas la science infuse, donc je peux me tromper, je peux faire des mauvais choix dans ma sélection. Oui. L'important, c'est de refaire les erreurs. Oui. Et Oui. donc, voilà, ce Ça feeling te avec permet d'évaluer aussi tes choix ton en offre. fonction de ce que les consommateurs disent. Bien sûr, voilà, ton offre est d'ajuster à chaque fois ce que tu vas leur proposer. Et d'ailleurs, de pas hésiter à leur dire, mais qu'est-ce que vous aimeriez trouver en fait? D'accord. Puisque l'idée aussi, c'est de renouveler l'expérience.
Moi, j'allais à peu près 2 fois par an en moyenne dans chaque boutique, tu vois. Donc c'est très peu finalement quand tu y réfléchis. C'est une semaine sur le premier semestre, une semaine sur le deuxième, et t'as pas forcément voilà, entre les deux de contact physique. Donc il faut être sûr que tu vas les retrouver 6 mois après en leur proposant quelque chose de plus cohérent. D'accord. On a une petite question, Nathalie. Est-ce que Oui, c'était une bonne décision de faire un pop-up pour valoriser ton site e-commerce? absolument. Indéniablement. C'est-à-dire que, enfin, pour parler chiffres, business, ça m'est arrivé de faire en un jour le chiffre d'affaires d'un mois sur la plateforme. Ah, d'accord. Tu vois, donc pourquoi? Parce que comme tu le dis, ils s'approprient les objets, ils les touchent, ils se rendent plus compte des perspectives. C'est aujourd'hui peut-être encore ce qui manque un peu à une plateforme digitale, c'est ce contact physique. Mais je pense que les technologies vont nous permettre très vite de nous habituer, enfin d'améliorer cette partie-là Mm, pour rendre vraiment l'objet digitalement parlant plus vivant. d'accord. Donc oui, c'est Euh, pour moi les boutiques. On parlera aussi de ce point encore un plus, mais il faudra aussi avoir ton expérience sur cette préparation des pop-up stores. Comme tu as dit que préparer un pop-up store, c'est faire Mm. beaucoup d'efforts, penser à l'atmosphère, raconter une histoire à travers cette atmosphère, et puis ça se fait du jour au lendemain. On commence le pop-up, une semaine après, on doit sortir. Donc, raconte-nous un tout petit peu de ce travail de préparation en amont, comment tu le prépares, comment tu conceptualises et comment tu transportes tous ces produits, parce que tu travailles avec des produits de déco, euh, d'un point A jusqu'au magasin éphémère. Ok, c'est simple, enfin c'est simple, non rien n'est simple, mais la préparation c'était quasiment, ça commençait un an à l'avance. D'accord. Dans ces boutiques éphémères en banlieue, ce qui n'est pas du tout le cas, je pense sur Paris, les plannings, c'est-à-dire que les mairies, vu la demande est bien supérieure à l'offre. D'accord. Donc les mairies peuvent accepter 4, 5 dossiers sur chaque semaine de toute l'année, sur les quasiment, elle reste ouverte, à part peut-être le mois d'août où ça ferme un peu, c'est ouvert tout le temps. Et c'est beaucoup plus près du temps, c'est-à-dire tu es prévenu, allez, 2, 3 mois à l'avance, parfois un peu plus, parfois un peu moins, Quand même. que tu vas avoir la boutique ou pas. Donc pour moi, l'idée 1, c'est de préparer un calendrier annuel. C'est vraiment de ratisser le plus large possible pour voir dans quelle boutique tu vas te positionner et sur quelle semaine. Bon, moi, très rapidement, c'est vrai que je n'ai pas souvent partagé les boutiques. Ça, c'est encore autre chose et je pense une autre expérience. Je les ai souvent faites seules parce que j'arrivais tout simplement à remplir et à remplir les espaces qui m'étaient proposés. Et économiquement parlant, je pouvais absorber les frais de location de la boutique. Donc moi, je parle uniquement de, tu vois, en exposant un peu solo. Donc préparation un an à l'avance. Relancer les mairies. Votre dossier, le dossier, il faut que les photos soient vraiment impactantes, belles, pour donner vraiment envie aux mairies de nous positionner finalement sur les bonnes semaines. Oui. Ça, c'est important. Ensuite, la préparation, c'est se donner des objectifs. Ça paraît bête quand on est en business, mais enfin c'est juste le B à bas, c'est la base de se faire un mini compte de résultat, un PNL comme on dit, des frais qu'il va falloir engager et finalement de se rendre compte d'être lucide sur le point d'équilibre à partir duquel on va commencer à gagner Mm, de l'argent. mm, mm. C'est-à-dire que enfin, pour te donner un exemple, c'est les loyers, les parkings, la location du camion, dans mon cas, mes repas, mes déplacements, etc. Et le coût des produits que j'aurais vendus en fonction, en face du chiffre d'affaires, hors taxe bien sûr, et de voir finalement à partir de quand je dois pouvoir gagner de l'argent. Et tu t'aperçois très vite qu'en fait, pour que ce soit rentable, il faut quand même vendre pas mal. Oui. Il faut pas juste, voilà, faut pas juste contempler ton chiffre d'affaires et te dire, ah, j'ai fait une super semaine. Non, en fait, quand tu le mets en France de tout le reste, tu t'aperçois que finalement ton point d'équilibre, il n'est pas là où peut-être tu le pensais.
Donc Et il faut. est-ce que la mairie aide aussi à communiquer ce type d'événements ou est-ce que tu dois payer des communications sur les réseaux sociaux, par exemple, booster, faire des flyers, etc. Tu as raison, ça fait partie de la préparation. En amont, la plupart des mairies, en tout cas dans mon coin, jouent le jeu. Hmm, Elles jouent le jeu de la communication. Elles sont elles-mêmes en fait porteurs et entre guillemets voilà locataires, donc c'est dans leur intérêt aussi pour être sûr que il y a une sorte d'habitude aussi de la clientèle qui s'établit de promouvoir ces boutiques éphémères. La plupart des mairies avec qui j'ai travaillé le font. hmm. Donc ça veut dire elles viennent prendre des photos, parfois pendant ton installation, dès le premier jour, il y a une communication en amont sur parfois les journaux de la ville ou sur le site de la ville. Donc le citoyen, l'habitant est informé à l'avance du programme. Et ça, je dirais que c'est hyper important que les mairies se positionnent en force sur ce point-là en amont et pendant l'exposition. Parce que ça va crédibiliser et déjà ça va quand même toucher des gens que toi, avec tes petits moyens, tu n'auras pas forcément la possibilité de toucher. Par contre, toi, en tant qu'exposant, tu as un sacré boulot aussi de com à faire. Oui. Donc, ça va passer évidemment, comme tu dis, par les réseaux sociaux. Alors, Google My Business, voilà, c'est gratuit. Tu as Instagram, forcément, c'est gratuit. Facebook aussi. Après, si tu veux faire des publications payantes, en effet, pour toucher un petit peu plus en géolocalisant tes futurs visiteurs, c'est possible et tu n'as pas besoin forcément de dépenser des sommes faramineuses pour le faire. Donc ça c'est important la communication. Et au-delà de l'amont, il y a pendant. Moi, j'ai toujours envié quelque part les gens qui ont une boutique permanente de me dire, mais en fait, ils ont un écrin pour photographier leurs produits, pour promouvoir leurs produits en permanence sur ces réseaux sociaux. C'est vrai. Et aujourd'hui, qu'on ne peut plus aller dans les points de vente, c'est super important d'avoir justement de promouvoir pendant l'événement, mais aussi de te faire finalement une réserve pour après l'événement. Donc c'est vraiment et c'est là aussi la clé de créer une ambiance Hmm. qui entre nous franchement t'as pas besoin d'engager des sommes des dépenses importantes pour finalement créer une super ambiance. L'important c'est d'avoir une cohérence et peut-être un fil conducteur qui peut être une couleur, qui peut être un matériau, des nappes qui peut être quelques plantes. Enfin, je donne des exemples peut-être un peu basiques, mais mine de rien, ça fait toute la différence. Hmm, Et hmm. tu regardes les boutiques permanentes, c'est sur ça qu'elles jouent. Il y a une véritable identité qui permet de immédiatement reconnaître une marque. C'est la même chose à une toute petite échelle sur une boutique éphémère. C'est Donc, vrai. il y a un travail de réflexion de dire où je vais placer tel produit, quel produit je veux vendre, faire mon parcours client, parce que des fois, et c'est aussi l'avantage des banlieues, je l'ai pas signalé, mais on a des points de vente qui sont grands par rapport à Oui. des boutiques parisiennes. Moi, j'ai minimum, je devais avoir les 35-40 mètres carrés et c'est allé jusqu'à 80. Donc c'est des vrais magasins. C'est pas, j'ai pas juste une petite table et du coup il faut créer un parcours. Et même si vous êtes plusieurs exposants, pensez à la cohérence entre ce que vous présentez. Donc Oui. voilà le fil conducteur, une couleur, un textile, quelque chose qui va permettre aux clients de se balader et de créer une impression. Voilà, à vous de créer une impression durable. Et donc, cette préparation en amont est une préparation qui doit prévoir tout d'abord l'aspect commercial de vente, objectif de vente, etc. Et une communication qui se prépare en amont, avant, durant et durant, on va aussi préparer pour l'après. Et en fin de compte, on doit préparer le concept du magasin éphémère. Comment l'atmosphère va être conçue, le parcours client, et on parlera de ce point maintenant, et l'expérience client. J'étais un peu curieuse quand j'étais en train d'expliquer tout ça, si les consommateurs ou la clientèle en banlieue est une clientèle qui est peut-être plus âgée ou plus mature, et est-ce que elle va penser aux magasins éphémères comme étant des magasins différents ou elle va pas reconnaître que ce sont des magasins éphémères. Quelle était ton expérience en fait avec des seniors Ouais. envers ces installations? Alors c'est tout est question.
entre guillemets d'éducation, c'est-à-dire que le message justement appuyé par les mairies plus les exposants. Par exemple, j'ai eu la chance d'être la première exposante d'une boutique éphémère dans ma ville. Bon, mais c'est vrai que j'ai passé une semaine à expliquer le concept d'une boutique éphémère. Mais une fois que c'est assimilé, que c'est compris, justement, ces personnes un peu seniors, mais adorent venir et revenir. Moi, j'ai tissé des liens super avec plein de personnes comme ça, dont finalement je connais les noms. Tu commences à connaître un petit peu de leur vie également, et tu crées des affinités, et elles sont ravies. Parce qu'en effet, je pense que, enfin, le commerce est face aujourd'hui à voilà à des nouvelles difficultés, à des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants. Mais ces seniors, faut pas les oublier qu'ils ont quand même du temps, du pouvoir d'achat, voilà des disponibilités, et ils sont ravis de pouvoir venir dans un petit centre-ville qui finalement ne leur offre pas toujours ce qu'ils recherchent. Donc Très bien. tout est question de leur expliquer, leur parler, et il n'y a pas de souci, tout est compris très vite. Et Nathalie, ce parcours entre le online et le offline que tu as évoqué aussi au tout début, donc le magasin éphémère aide la marque qui est digitale à aussi agrandir ou élargir son scope pour permettre à des nouveaux consommateurs d'aller vers le site web et découvrir peut-être le reste de la collection. Ces magasins éphémères, est-ce qu'ils ont pu aider un tout petit peu à augmenter le trafic de ton site e-commerce? Oui, complètement. C'est ce que tu disais, je rebondis je vois il y a Laurence qui est là, qui dit, bah non, nous sommes jeunes et dynamiques. Mais oui, Laurence, il y avait plein de jeunes aussi. Du coup, pour rebondir sur ta question, oui, le trafic, en fait, c'est une opportunité, comme je disais tout à l'heure, d'écouter tes clients, d'affiner ton offre, mais aussi de parler de où est-ce qu'ils vont pouvoir te retrouver et voilà, acheter entre les événements. Donc, moi, je faisais deux choses. C'est que, bon, systématiquement, ça peut prendre la forme d'un flyer, d'une carte de visite, de quelque chose. Je leur donnais quelque chose en main pour qu'ils aient physiquement quelque chose qui peut-être pouvait leur rappeler Maison Citron. Je leur parlais de mon site. Je disais, voilà, normalement, je reviendrai, même si on n'a pas confirmation, hein, je reviendrai sur le deuxième semestre, dans le dernier trimestre. Mais d'ici là, vous pouvez me retrouver sur le site de maisoncitron.com, m'appeler. Une fois qu'ils te connaissent, les gens, voilà, il y a une confiance, tout simplement. Il y a une sorte de C'est vrai. rassurance aussi qui s'établit. Donc, et volontiers derrière, oui, j'ai eu des achats en ligne de clients que j'avais rencontrés dans d'autres villes. Et ce qui était aussi, qui est très au goût du jour, c'est le click and collect. Finalement, les gens achetaient sur mon site, Et savaient que récupérer que dans voilà, le et web, récupéraient dans le dans le magasin, magasin. la semaine suivante ou 2 semaines après, peu importe. Donc en fait, tu mets en place un 360, c'est ce qu'on appelle Oui. aujourd'hui le omnicanal. Tu mets en place un 360 hyper fluide et cohérent, et qui permet justement qu'il te trouve à tous les points de contact que tu as. Nathalie, ton expérience professionnelle dans le retail aussi, pendant 20 ans, t'a donné plein d'informations sur la gestion de marque, le développement des marques, l'analyse, etc. Je pense qu'aujourd'hui, tu pourras bénéficier plein de petits jeunes qui souhaitent se lancer peut-être dans des marques aussi bien que d'autres qui sont plus confirmés, mais qui auront besoin d'un point de vue pour améliorer leur pratique. Donc, d'après ton expérience, commençons à mettre en place tout d'abord des points importants sur lesquels une marque, une start-up devrait absolument respecter pour se développer en ligne et dans des magasins éphémères. Ok, je vais essayer de répondre à cette question qui est très large. Euh,
Je pense que, bon, d'entrée de jeu, c'est évident, mais c'est bien se connaître et avoir bien en tête très clairement ce que l'on veut proposer, qui l'on veut toucher. Enfin, c'est du pur marketing, hein. C'est de la segmentation. C'est quelle est la clientèle qu'on espère toucher, où on espère la toucher. C'est aussi à ça que ceux qui font des business plans, enfin, voilà, savent. C'est que voilà, c'est comment on va pouvoir et qui on va pouvoir toucher dès le lancement. Après, la plateforme, on peut faire aujourd'hui, et tant mieux, j'ai envie de dire, dans le contexte, on peut faire un site internet très rapidement. Mm. Il y a des solutions hyper faciles et tant mieux, hein, les Wix, voilà, les Shopify, etc., qui permettent au moins de créer une visibilité très rapidement et c'est tant mieux. Après, moi, dans mon cas, c'est vrai que j'avais quand même investi et je m'étais attaché les services d'une super agence à Orléans qui s'appelle Kiwik et qui m'a permis de développer un site qui était en mesure de répondre à des exigences à l'instant où je l'ai créé, mais aussi qui allait pouvoir évoluer dans le temps. Mm. Donc ça, c'est super important aussi pour quelqu'un qui se lance sur Internet, c'est de se dire, c'est de se projeter un peu et de se dire comment je pense pouvoir évoluer et ce que je vais devoir inclure dans mon site. C'est dommage, du coup, tu vois, je sais pas moi, la gestion du stock, d'un stock qui soit en physique ou en digital, c'est super important. La possibilité bêtement d'envoyer une newsletter depuis tes clients inscrits, c'est la base. Mais tout ça, voilà, il faut y penser soit au moment de la création, soit dans le temps futur. Et pour passer au retail, en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est être en mesure de retranscrire fidèlement ton ADN dans ce point physique, qu'il soit éphémère ou pas d'ailleurs, d'être hyper voilà fidèle à ce qu'on appelle les USP, donc tes unique selling points, tes points voilà de différenciation par rapport à d'autres concurrents et qui font que tu es toi et que ta marque est là. Et aujourd'hui, les consommateurs sont tellement avertis et au sujet et ils sont vraiment en quête de sens dans leurs achats. Euh, Moi, c'est aussi comme ça que j'en parlais quand je présentais Maison Citron, c'est que je distribuais des marques qui étaient plus ou moins connues sur la France, mais tous mes produits étaient très majoritairement faits de manière responsable et éthique. Bon ben voilà, ça, que ce soit sur le site ou sur le magasin, il faut absolument que ce soit clair et que tous tes points de différenciation soient évidents pour la personne que tu captes, une minute en ligne ou 10 minutes en magasin. Mm. Et donc, si on peut vraiment mettre un résumé de cette idée, il faut jamais se lancer dans un business ou des sites e-commerce sans avoir travaillé en amont son identité de marque, d'avoir des objectifs précis de vente et d'avoir une clientèle cible pour proposer des produits de façon précise. Et entre-temps, on trouve aussi que les marques pourraient être un tout petit peu impatientes envers la vente en ligne. On pense parfois que d'avoir un site Ouais. e-commerce, ça va changer le monde tout d'un coup en termes de vente. Donc, ton expérience sur ce point-là, toi, tu as mis beaucoup de temps à te développer, à développer ton site et à faire vivre cette marque. Oui. Quels pourraient être aussi tes commentaires sur ce point? Alors aujourd'hui, avec l'expérience, en effet, comme tu dis, au bout de 4 ans et demi, et j'ai malheureusement voilà l'expérience de devoir fermer ma boîte, euh, le site, je pense qu'il faut quand même se former en permanence. On ne connaît pas tout et aujourd'hui, il y a un choix incroyable de webinars, c'est-à-dire les petites vidéos en ligne pour se former. Il y a des tutos dans tous les sens et donc il y a des choses qu'il faut apprendre et maîtriser. Il s'agit pas, on l'appelle, hein, de toute façon c'est les contenus. Voilà, il n'y a pas les contenus, c'est la panacée. Il faut absolument de savoir gérer des contenus pour être bien référencé. Euh, Si on fait du référencement payant, ce que j'ai fait au démarrage avec Google, moi j'étais pas, je me suis fait pourtant coacher entre guillemets par des experts. C'est un métier. Il y a plein de gens qui le font et qui l'exercent très bien. Donc mon expérience aujourd'hui, avec le recul, ce serait de m'attacher les services d'experts plus durablement.
Mm, mm. On est entrepreneur, c'est vrai qu'on essaye de faire 15 métiers à la fois, mais on peut pas être doué partout. Donc, si Mm. vraiment il y a des lacunes, je pense qu'il faut savoir également aller chercher de l'aide là où elle est. Même chose sur les réseaux sociaux. Ton site internet, ça va de toute façon être relié en permanence sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai d'abord beaucoup plus fait Facebook qu'Instagram et ensuite j'ai basculé progressivement beaucoup plus sur Instagram qui pour moi répondait plus à l'instantanéité, voilà, au côté visuel de ce que je proposais aussi. Donc ça permettait de toucher les gens instantanément. Et ça a fini en effet par créer du trafic et à se rapprocher énormément voilà, du référencement naturel de mon site dans le visitorat, dans le nombre de Oui. gens qui visitent tous les jours. Donc il ne faut pas négliger en effet tous les points d'entrée qui vont faire que ça va basculer sur votre site. Et Instagram pour moi est une clé absolue dans l'état actuel des choses. Les choses peuvent changer, mais là aujourd'hui, je pense qu'Instagram, il faut vraiment miser dessus. On peut avoir une boutique directement sur Instagram, on peut vendre en mode direct, en VAD, par mobile. Il suffit d'un petit boîtier de paiement et le tour est joué. Euh, et voilà, vous créez en fait cette communauté qui fait que elle va ensuite peut-être venir voir sur votre site. Mais moi, l'expérience, ce serait apprendre, continuer d'apprendre et essayer des choses. Il n'y a pas vraiment de grosses erreurs qu'on peut faire. Il faut essayer et apprendre au fur et à mesure et ajuster à chaque fois, affiner sa démarche. Merci Nathalie. C'est vrai, en t'entend parler, on entend parler aussi plein d'entrepreneurs qui ont eu plusieurs expériences, soit positives ou négatives, Bien sûr. mais tu nous inspires à aller penser qu'il faut toujours une ouverture d'esprit dans le commerce. Il faut une vision 360 degrés, comme tu l'as évoqué. Il faut être présent sur les réseaux sociaux, sur son site physiquement, aller auprès des gens et de ne jamais oublier que le commerce, c'est vraiment de l'échange avec les consommateurs et ce sont eux qui vont venir construire notre marque et l'aider à se développer, à grandir. Voilà. Nathalie, est- est-ce que j'ai fait le point sur tout ce qu'on voulait vraiment discuter sur ce tissage entre les sites commerce, les points physiques, les points éphémères, etc. Ou est-ce qu'on voulait discuter d'autres points? Écoute, je pense qu'on a fait tout. On a parlé de la préparation en amont et de tous les intervenants et ne pas hésiter à bombarder et à avoir une vue réaliste de l'événement. Le pendant, on a vu en effet que c'était hyper important dès la première seconde de créer une ambiance et de créer du lien et d'être sûr que c'est dans la durée que ça s'installe. Euh, enfin, j'ai vu parfois des exemples d'exposants où peut-être c'est trop éphémère. Et aujourd'hui, on peut très bien se fournir chez un brocanteur une ressourcerie avec du joli mobilier, avec plein de caractères pour 3 francs 6 sous, 3 euros 6 sous, et créer une véritable atmosphère. Donc, c'est hyper important de capitaliser là-dessus et de donner un prochain rendez-vous. Prendre les mails, j'ai oublié de le dire, mais prendre les mails, c'est évident. Oui, Prendre le les carnet mails, d'adresse, le carnet d'adresse c'est très qui va faire important. qu'ils vont revenir. Et le après, remercier, faire le bilan. On a parlé des objectifs. Où est-ce que j'ai atterri? Est-ce que du coup, quelles sont mes actions après la boutique éphémère? Comment j'ajuste? Qu'est-ce que je retire de mon catalogue? Qu'est-ce que j'injecte dans mon catalogue? Qu'est-ce que je rajoute sur mon site internet? Donc, c'est vraiment être hyper lucide et réaliste et accepter les critiques aussi bien positives que négatives pour s'améliorer. Mais franchement, les boutiques éphémères, moi, m'ont en tout cas permis d'arriver à la conclusion que le temps l'aurait permis, j'aurais souhaité m'installer durablement. D'accord. Pour moi, c'est la différence et continuer de garder le site. Et je pense que ce sera le mot de la fin, mais continuer de garder le site parce que c'est absolument important que 24 heures sur 24, on soit trouvable et que cette offre évolue en permanence nationalement et internationalement. Et de deux, que voilà une boutique qui était nécessaire pour installer durablement Maison Citron dans les esprits. Après, on passe sur un autre chapitre qui est emplacement, loyer, espace et voilà. Et ça, c'est une autre discussion. C'est vrai. Merci beaucoup, Nathalie. C'était très intéressant.
Ben, j'espère si ça a pu donner quelques conseils aux personnes qui sont passées par là. En tout cas, je les remercie tous. J'ai vu des petits noms que je connaissais et c'est très chouette. Et je te remercie de m'avoir donné cette opportunité. Avec plaisir. En tout cas, on peut inviter tout le monde à vous contacter directement sur LinkedIn ou sur Instagram pour Mm. des éventuelles questions. Et je dirais à tout le monde que cette vidéo sera disponible sur IGTV et ensuite sur YouTube. Avec grand Merci plaisir. beaucoup, Nathalie. Allez, Et avec plaisir. j'espère de se rencontrer physiquement très prochainement dans des projets de magasins éphémères ou physiques. Je l'espère fortement. On l'espère tous, mais ça va arriver. Faut rester Ça va optimiste. arriver, c'est vrai. Ça va arriver. Merci beaucoup. Je te Allez, remercie. bonne soirée. Ciao. Ciao. Bye. Au revoir. Au revoir.